On a 5 minutes plus précisément de questions du public. Peut-être qu'on pourrait éventuellement gratter un peu plus au-delà, mais pas beaucoup. Du coup, j'ouvre pour les questions là. Donc, je suis Wassim Imel, je suis enseignant-chercheur et consultant en digital. Moi, je pose la question par rapport au rôle de la CNIL. Là, je pense que c'est une institution compétente, mais est-ce qu'aujourd'hui, par manque de moyens et par la rapidité aussi de l'évolution technologique, est-ce que cette réglementation de l'IA aujourd'hui ne profite pas finalement aux grands acteurs qui sont déjà établis sur le marché et limiterait peut-être l'entrée ou mettrait des barrières à l'entrée pour de nouvelles structures qui aimeraient évoluer d'une façon ou d'une autre dans cette industrie-là. Je donne un exemple très simple pour illustrer un peu le propos. Aujourd'hui, une PME, une petite start-up qui doit analyser via l'IA, par exemple, le comportement de ses clients, est-ce qu'elle devrait poser la question à tous ses clients, par exemple, par rapport à et est-ce que cela ne risque pas plutôt de freiner des petites structures au profit de grandes structures? Donc ça, c'est une première question. Une deuxième très rapide, c'était par rapport au rôle, est-ce que l'IA peut juger? Il y avait un article très intéressant dans Harvard Business Review de Gary Hamel, Fire All Managers. C'était virant tous les managers parce que globalement, il ne servait à rien. Il y avait un article que j'ai trouvé intéressant suivant cette réflexion sur est-ce que l'IA ne peut pas prendre finalement des décisions plus intéressantes que l'homme, plus rationnelles. Et dans les sciences sociales, on connaît un peu les limites du jugement. Il y a pas mal d'études, par exemple aux États-Unis, sur les juges. Quand ils avaient passé la veille une mauvaise soirée, ils avaient tendance à avoir un jugement beaucoup plus sévère que si ils avaient passé une bonne soirée. Il y avait même une étude assez marrante qui portait sur le rôle, le lien de... dans le cas où, par exemple, l'équipe sportive favorite du juge perdait, il avait là encore un jugement plus sévère. Voilà, merci. Je veux bien poser une question sur un point qui a été évoqué par Yvan et par Mariana. En fait, c'est la transformation et l'apparition de nouveaux métiers. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a des besoins de nouvelles formations? Là, je prends ma casquette de directeur de composantes. Et là, on a vu avec les échanges qui ont été très riches et qui ont été sur plusieurs dimensions, plusieurs composantes. Donc, quelle serait une bonne formation à l'IA? Alors, parce que si c'est l'usage qui détermine finalement l'évolution qui va arriver, est-ce qu'on peut, comment concevoir une formation qui permettrait rendre nos jeunes étudiants capables d'en faire bon usage, on va dire? Oui, peut-être Bernard pour la première question, Kamalia pour la deuxième, Mariana pour la troisième. Merci. Alors juste sur la première question, est-ce que la réglementation est en faveur des grands acteurs et quelle solution pour les PME? Vous avez à la fois raison, mais pas complètement. Vous avez raison, la réglementation, c'est toujours un cadre qui est, j'allais dire, je ne rejoins pas des documents, des travaux faits par André Schleifer, la Banque mondiale, etc. Mais c'est toujours plus facile quand on peut avoir une direction juridique. Et je me souviens du représentant du MEDEF d'Alsace qui disait: pour avoir une direction juridique, il faut au moins avoir 100 salariés. Donc, même, il y a un coût d'entrée. Mais, 2 points en sens inverse. Comme le disait, je crois que c'était André ou Frédéric, on est dans une situation, comme c'est un marché nouveau, où la structure industrielle du marché est différente du marché Web 1.0, Web 2.0. On a au contraire une floraison de nouveaux entrants. Et moi, je trouve que ça, c'est très frappant de voir une floraison de nouveaux entrants qui se calent non pas seulement sur les nouveaux usages comme les startups un peu 1.2, 1.0, 2.0, mais aussi sur les nouvelles techniques. Deuxièmement, nous, on est à la CNIL, alors ça, c'est un peu, j'allais dire, défense de la boutique en quelque sorte. On est très soucieux de ce point et on a tout un programme d'accompagnement qui est en fait ouvert et très largement destiné aux PME
Et on accompagne pendant 6 mois gratuitement des porteurs de projets. On a plusieurs volets sur appel d'offres, sur appel à projet. Et on est très soucieux justement de développer cette dimension. Voilà. Bon, Kamalia, rapidement sur la question de la capacité de jugement de l'intelligence artificielle. Alors, il y a plusieurs choses. Capacité, est-ce que c'est le bon terme? Il y a plusieurs choses. Le juge, et ça c'est pas français, c'est pas américain, c'est universel, mais très schématiquement, la justice elle est rendue soit sur le fondement des règles applicables, donc on appelle ça statuer en droit, soit sur le fondement de l'équité, c'est-à-dire que les parties peuvent mettre de côté, et le droit français aussi le permet, le code de procédure civile français le permet, on met de côté les règles de droit qui seraient applicables et on applique l'équité, c'est-à-dire le sens de la justice, le sens de la justesse à une solution qui serait juste dans le sens humain et non pas juridiquement fondée. C'est ça la grande différence. Donc évidemment, si le juge n'est pas un humain, on met évidemment tout de suite de côté équité, puisque, et ça revient entre autres à votre question de biais de la discrimination, le sens humain, voilà, ça c'est quelque chose que l'ordinateur ne pourrait pas avoir. Et ça c'est quelque chose, même si je dirais schématiquement 60-70% des jugements dans le monde se font sur le fondement des règles applicables, on dit que la loi peut avoir des lacunes, mais le droit n'a pas de lacunes. Il n'y a pas de vide normatif. Pourquoi? Parce que c'est le juge qui le comble. Donc, il le comble en interprétant par analogie, à contrario, a fortiori, etc. Donc, je suis très... Alors, si la question est posée du point de vue de la capacité, il faut un juriste pour le faire. Et le juriste ordinateur ou l'ordinateur juge, déjà, on met de côté, bien sûr, toutes les questions de l'éthique, toutes les questions des droits humains, des droits constitutionnels, etc. Donc, l'ordinateur peut proposer une solution, et ça, c'est quelque chose qui est déjà là, aussi bien dans la justice étatique, même en France, que dans la justice donc arbitrage, dans la justice non étatique. C'est-à-dire que l'ordinateur propose, sur le fondement des données dont il dispose, une solution qui a été adoptée. Il vous donne des statistiques, finalement, c'est juste un calcul. Voilà, dans 12% de cas, avec les données similaires, ça a donné lieu à une condamnation en civil, en pénal, etc. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est déjà là, qui permet de gagner le temps. C'est en quelque sorte un outil de recherche, mais avec une étape en plus qui propose une analyse. Bien sûr, le juge n'est pas tenu, puisque le juge peut s'écarter de la jurisprudence, il peut innover, il peut casser la jurisprudence en place, etc. Donc, la capacité, la réponse pour moi est négative, parce que elle ne sera là que lorsqu'on statue en droit, mais même là, lorsque le droit a des lacunes, il faut un juge qui interprète, et pour cela, il faut bien plus que de simples données dont on peut faire une analyse succincte et proposer une réponse oui ou non. Donc, plutôt une solution d'appoint qu'une solution magique qui va reprendre le rôle de l'être humain. Oui, parce que la justice, elle ne souffre pas de savoir, elle souffre de l'absence de moyens. Et donc, l'IA peut donner des moyens, mais elle ne peut pas donner le savoir, elle ne peut pas donner l'humain, elle ne peut pas donner le raisonnement. Parfait. Mariana. Alors, pour moi, le métier qui sont en danger avec la montée de l'IA, c'est les métiers de tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Donc, c'est des choses qu'on peut éventuellement remplacer par l'IA. Mais là où il va avoir besoin de plus de compétences, il y a effectivement tout ce qui est statistique, le métier de la statistique qui a peut-être été un peu délaissé pendant un certain temps, va revenir en force. Bien sûr, tout ce qui est data scientist, data analyst. Et j'ai lu un article intéressant. Il y a des formations qui sont proposées maintenant dans les entreprises, mais aussi dans des universités, sur comment rédiger des prompts pour faire la demande de l'IA. Parce que la façon dont on rédige ces prompts, ça change complètement l'output de ce que propose l'IA. Et c'est là où on peut gagner en efficacité. Après, ça c'est très personnel, je pense qu'il faut qu'on continue à apprendre aux jeunes à faire de l'interprétation de texte, de la lecture, de mode de challenger, de toujours se poser des questions et ne pas accepter ce qu'on lit
comme une vérité. Donc c'est pour ça que pour moi, les universités, elles ont un vrai rôle à jouer, à donner de la pensée critique. Frédéric, une dernière question rapide. Nous avons tous vécu cette semaine une sorte d'euphorie autour de Mistral en France. En quoi il s'agit d'une sorte de cocorico de plus et en quoi c'est la réalité? Est-ce que la France est en train de rattraper, et je reviens à notre sujet géopolitique, rattraper son retard? Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais le modèle que nous propose Mistral, en fin de compte, repose sur cette frugalité. Hein, c'est-à-dire on ne va pas développer de larges modèles de langage, de larges modèles de fondation, mais on peut avoir un espace pour développer en aval des modèles qui peuvent être concurrents, et un peu comme évoquait Bertrand tout à l'heure, cette possibilité d'échapper au moins en partie au verrouillage par les acteurs dominants du web 1.0 et 2.0 pour développer des solutions, j'allais dire, françaises, mais pourquoi pas allemandes, britanniques, ainsi de suite, pour échapper un peu à ce risque de verrouillage, encore une fois, économique et technologique. Donc c'est une très bonne nouvelle en soi, mais bon, maintenant il va falloir transformer l'essai. Frédéric, Bertrand, Yvan, Mariana, Kamalia, je vous remercie beaucoup de vos interventions. C'était extrêmement productif, j'imagine, hein, Philippe. Et merci à tous qui sont venus et merci à tous qui sont là depuis 2 heures déjà pour ce débat. Je pense qu'on pourrait rester encore 2 heures, voire 4. Et bon, ça sera peut-être le cas pour l'après-midi et pas pour ce matin.